Donc merci, d'abord aux organisateurs, pour, l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger dans une perspective pluridisciplinaire sur un sujet, qui, me tient à cœur de longue date et qui me semble interroger de façon, particulièrement riche et novatrice, dans le cadre de ce colloque. Je dois dire que l'introduction et la première partie, enfin la première intervention ont mis la barre très haut. Je vais donc partager avec vous une lecture de lieu, non pas néo-marxiste, je le dis d'emblée, même si elle aura peut-être quelques proximités avec celle qui a été brillamment résumée par Loïc tout à l'heure. Donc une lecture politiste, une lecture parmi d'autres évidemment. Je serais amenée à dire que les politistes ont plutôt, pour ceux qui sont spécialistes de l'Union européenne, pas celui qui est parmi nous dans la salle ici, mais un certain nombre d'entre eux, plutôt défendu l'idée que la politisation était et la conflictualisation un danger pour l'Union européenne, ce qui sera pas du tout le point que je vais défendre ici. Donc il me semble en effet que le rapport au conflit et la conflictualité est une grille de lecture très pertinente aussi pour le politiste, pour comprendre comment les politiques publiques sont élaborées, les décisions sont prises, le travail politique organisé, mais aussi pour comprendre les effets sur le fonctionnement de la représentation politique et peut-être aussi sur les citoyens. Donc, dans cette perspective, je vais organiser mon propos en deux temps. J'aurais presque aimé avoir l'agilité de pouvoir répondre directement à vos interventions, mais on fera ça dans un deuxième temps dans la discussion. Donc si j'arrive à gérer ce PowerPoint, voilà. Je vais revenir dans un premier temps sur le fait que si le conflit, au sens de l'existence de conceptions différentes, est potentiellement contradictoire des enjeux européens et potentiellement partout, puisqu'au fondement des arbitrages sur lesquels les décisions prises à Bruxelles sont prises à Bruxelles, vous en avez évoqué de nombreux dans l'intro, ne serait-ce que les conflits intersectoriels et notamment celui de longue date qui oppose les DG au sein de la commission sur la question de REACH, hein, puisque le travail des lobbyistes dans les années 2000 avait été justement de peser pour que l'une DG soit chef de file. Ce conflit donc qui existe tout le temps, est très souvent occulté et où sa mise en débat public contournée. Donc le propos de ma première partie, ce sera d'expliquer un peu comment j'ai le sentiment qu'il est à la fois occulté et contourné. Et puis dans un deuxième temps, ce que j'aimerais, c'est essayer d'explorer avec vous l'hypothèse que ces pratiques institutionnelles les plus informelles de contournement du débat public et contradictoire, du conflit, reposent elles-mêmes sur un rapport aux politiques et à la démocratie représentative, et notamment au rôle que doivent y jouer le conflit et la conflictualité. Ce rapport étant non pas forcément complètement exclusif, mais en tout cas prenant une dimension singulière à l'échelle européenne, une caractéristique propre, je dirais, à cet espace politique et institutionnel européen. Et en conclusion, si je parviens à tenir le temps, j'aimerais bien dire quelques mots sur les enjeux de ces pratiques de contournement du politique et sur les questions qu'elles invitent à explorer sur le rapport à l'UE des citoyens européens. Donc, premier temps de cette intervention, pour revenir sur ce que j'appelle la dépolitisation en pratique, comment documenter la présence de logiques de dépolitisation dans la conduite de l'action publique européenne. Alors, pour déjà repérer ces logiques de dépolitisation, encore faut-il les définir. La définition de la dépolitisation dont je vais me servir pour documenter la présence de ces pratiques repose elle-même sur une définition du politique, qui est classique en sciences politiques, qui consiste à considérer que les décisions politiques, qu'elles se présentent ou non comme telles, sont toujours des choix, jamais réductibles à la pure gestion de contraintes, donc des arbitrages en valeur, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, entre des intérêts différents, voire contradictoires, et donc pour reprendre les termes de votre appel à communication, en conflit, et qui ont des conséquences à l'échelle de la société. En démocratie représentative, l'exercice de tels arbitrages suppose non seulement qu'ils soient opérés par des acteurs qui disposent d'une légitimité pour ce faire, mais aussi une forme de discussion démocratique, publique et contradictoire entre les options existantes et au terme duquel les élus explicitent leurs choix, au sujet desquels les électeurs, les citoyens peuvent demander des comptes, par exemple à l'occasion des consultations électorales. Or, ce qu'on peut observer à l'échelle européenne comme dans d'autres contextes politiques et institutionnels, j'y reviendrai, c'est un ensemble de façons de faire et de dire l'action publique qui contribuent à occulter ces conflits et les arbitrages sur lesquels les politiques publiques sont fondées, donc à contourner finalement leur mise en débat démocratique en tant que choix de société. Je vais revenir sur trois exemples brièvement qui m'évoquent ces pratiques-là.
Je pense d'abord au rôle central de l'expertise qui occupe, je pourrais y revenir éventuellement dans les discussions, je ne vais pas le développer plus avant, mais qui occupe une place centrale en tant que registre d'énonciation, mais en tant qu'aussi légitimité à intervenir dans le processus décisionnel. Pourquoi est-ce que l'expertise interne ou externe, d'ailleurs, peut concourir à la dépolitisation? Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Parce que le politique, bien que partout dans l'expertise, est toujours euphémisé, voire nié, non seulement dans son organisation par les décideurs, il est rare qu'on dise qu'on a sélectionné des experts au nom de leur position politique, mais aussi dans le travail des experts eux-mêmes. Si un jugement d'expert n'est jamais purement scientifique et contient toujours une part de normativité, il n'est pas présenté comme tel, il est souvent présenté plutôt comme la bouche du droit ou de la science. Ce faisant, l'expertise occulte le conflit en partie et dénie la part que prend le politique dans la décision, au moins de deux façons différentes, très schématiquement. L'expertise va naturaliser la décision en disant que celle-ci s'impose à ceux qui la prennent, qu'elle est purement dictée par des principes, la science, les traités ou des contraintes. En d'autres termes, qu'il n'y a pas de travail créateur dans la décision de la part du politique. Le deuxième procédé, c'est qu'elle recourt à des formes de neutralisation de la décision. Ça, c'est aussi un terme que vous avez utilisé. C'est-à-dire qu'elle va occulter les conflits en amont, le fait que la décision revient à arbitrer entre des intérêts distincts, et en aval, en occultant aussi les effets différenciés sur les acteurs sociaux de ces décisions. Bien sûr, j'y vais ici un peu à la hache, et donc il y aurait une nature, évidemment, enfin matière à nuancer. À ce propos, j'essaie simplement un peu de styliser ces pratiques. Et ce que je veux dire, c'est que ces procédés rhétoriques qu'on peut associer à l'expertise, ils contribuent comme ça à la dépolitisation des enjeux d'action publique de deux façons. Parce qu'ils en fait, ils en occultent les aspects au nom desquels il serait légitime d'en débattre. Ils n'apparaissent plus dans les discours énoncés comme des choix de société, ou en tout cas moins. Mais à l'échelle de ce système politique et institutionnel qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, on a aussi pas seulement des façons de dire l'action publique, on a aussi des manières de la faire qui évitent leur mise en débat politique et public. Et je voudrais revenir sur deux des caractéristiques qu'elles me paraissent, pour un certain nombre d'entre elles, présentées. La première, c'est la mise à distance des acteurs politiques qui, se faisant les décharges au moins partiellement de la responsabilité de la décision. Donc, je viens ici notamment à la question des agences comme forme institutionnelle. Je renvoie sur ce point aux travaux de mon collègue Antoine Vaucher sur ce qu'il appelle les indépendantes et la façon dont elles contribuent à la dépolitisation. Lui est en tête plutôt ses travaux sur la BCE, mais qui est incarnée de différentes manières par un grand nombre d'institutions, depuis la Commission et la BCE, justement, en passant par un ensemble de structures comme l'EFSA, par exemple, dont l'expertise, mais aussi l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique constituent précisément la raison d'être. Donc l'expertise, elle est par ailleurs, on le voit à travers le travail de ces agences, un mécanisme de dépolitisation qui s'auto-alimente, puisque la légitimité de ces acteurs étant associée au recours à l'expertise, elle va tendre à conduire ces institutions elles-mêmes à recourir au nom de leurs compétences à un certain nombre d'acteurs extérieurs au nom de leur expertise. C'est le cas de la Commission qui a massivement recours à l'expertise externe via ses groupes d'experts, mais via aussi les agences en se retranchant quasi systématiquement derrière leurs avis, comme par exemple, même lorsque c'est contesté, ceux de l'EFSA sur les OGM ou le glyphosate. Donc, deuxième élément caractéristique qui participe à la mise à distance des acteurs politiques, j'irai plus vite là-dessus, mais c'est la place centrale qui ont conquis de façon tout à fait formelle et institutionnelle, mais aussi informelle, ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders, les groupes d'intérêt, à qui on a confié, notamment dans les années 2000, par un ensemble d'accords interinstitutionnels, une place très formelle dans le processus décisionnel, justifiée notamment au nom des apories de la démocratie représentative, et qui vont contribuer de multiples manières, à travers notamment le fait qu'ils sont sollicités en experts et non pas en représentants, à contribuer à cette dépolitisation. Je viens juste sur le dernier point, donc la dernière caractéristique, c'est la question du confinement de la décision, qui va de nouveau être sans doute abordée à travers une série d'interventions. Une seconde caractéristique commune d'un nombre imposant de dispositifs ou de pratiques institutionnelles consiste dans le confinement qu'ils organisent du travail politique. Le secret est plus ou moins total, plus ou moins assumé, mais dans tous les cas, il y a l'idée que la publicité des débats est considérée non comme une condition nécessaire, mais plutôt comme un obstacle à l'efficacité de la délibération. Je pense notamment à un ensemble de dispositifs de concertation qui visent à élaborer des compromis en amont de la négociation officielle. Vous l'avez évoqué bien sûr à propos des fonctionnements des institutions judiciaires. J'ai ici plutôt en tête
les groupes de travail, du conseil, la comitologie, les groupes d'experts et bien sûr la pratique des accords précoces via les comités de conciliation au trilogue. Toutes ces instances, évidemment, diffèrent dans leur composition et leurs prérogatives. Je ne veux pas faire se dresser les cheveux sur la tête des juristes chevronnés que vous êtes, avec mes propos complètement décousus de politistes. Mais ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est de viser à construire que ces instances ont précisément pour objectif de viser à construire des compromis en amont des processus délibératifs formels, qu'il s'agisse de processus entre les États membres, entre ou au sein des institutions, pour rendre ceci plus efficace et plus productif. Et de fait, les éléments statistiques disponibles sur leur fonctionnement montrent qu'il y a une très grande efficacité de ces dispositifs à cet égard. On a une augmentation constante depuis l'apparition de la pratique des accords précoces, d'accords adoptés en première lecture. L'autre versant de ces dispositifs, s'ils sont bien efficaces pour la productivité, c'est que précisément, ils contribuent à limiter le débat public sur les enjeux dont ils ont en charge, de deux façons au moins, parce que leur multiplication fait que la connaissance par les citoyens des projets politiques en discussion à l'échelle européenne, elle n'intervient souvent qu'à un stade avancé de leur élaboration, quand déjà des oppositions se sont tues, des alternatives ont été écartées, des rapports de force se sont cristallisés. Et ceci d'autant plus que le secret est une caractéristique de ces modes formels de négociation et l'un des ressorts essentiels de leur choix. C'est ce que montrent notamment les travaux de Deirdre Curtin, qui est professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, ou ceux de ma collègue Stéphanie Nova, qui sera présente et expliquera ça mieux que moi demain à propos du Conseil. Et c'est ce qu'on voit à travers le blocage des réformes systématiques qui visent à rendre plus transparente soit la pratique des trilogues, soit de la comitologie, et qui sont bloquées dans les institutions, notamment parce qu'ils s'achoppent sur ce point. Je conclus très provisoirement sur cette première partie en me disant que ces logiques de dépolitisation, évidemment, elles ne sont pas incompatibles, et j'en suis complètement d'accord, avec des stratégies de repolitisation de l'UE. Repolitisation de l'UE qui peuvent intervenir, bien sûr, à l'occasion de mobilisation par les eurosceptiques qui exploitent précisément ce terrain du conflit qui leur est assez largement laissé, mais aussi de façon plus classique par des acteurs qui peuvent repolitiser le débat parce qu'ils considèrent que les résultats ne leur conviennent pas, ou bien même des acteurs qui cherchent aujourd'hui à repolitiser la question des processus décisionnels. Pour l'instant, à mon sens, sans vrai succès, comme je viens de le dire. Mais pour autant, il me semble qu'elles n'ont pas ni le même poids, ces logiques de dépolitisation et de repolitisation, ni les mêmes formes aujourd'hui. Et d'autre part, j'y reviendrai, elles ne sont pas une caractéristique exclusive de l'UE, mais il me semble que, là aussi, je pourrais y revenir, sur la base de travaux conduits en comparé avec d'autres collègues, sur d'autres systèmes politiques et institutionnels. Il me semble qu'à l'échelle de l'Union européenne, elles ont une dimension singulière et systémique, et c'est précisément autour des raisons pour lesquelles elle est un peu singulière et systémique que je voudrais revenir maintenant. Donc, brièvement, pour d'abord expliquer ce qui me paraît être le rapport aux politiques qui alimente d'une certaine manière ces pratiques que je viens d'évoquer, et d'autre part pour expliquer peut-être, ou en tout cas évoquer quelques pistes d'explication de ce rapport aux politiques. Alors, lorsqu'on s'intéresse au discours de justification qui accompagne les mécanismes de dépolitisation que je viens d'évoquer, il se dégage de ces propos un rapport aux politiques qui s'articule autour de trois postulats complémentaires. Le premier, sur les élus. Les élus sont souvent perçus comme n'étant pas en situation d'opérer les choix pertinents en matière d'action publique. Je vais très vite là-dessus, mais je renvoie notamment aux enquêtes qui ont été conduites auprès des eurofonctionnaires dans les années 90-2000 et qui montrent que la représentation des acteurs politiques comme moins capables de rationalité et de désintéressement, qu'on repère dans d'autres univers administratifs, ils trouvent une résonance singulière, notamment parce que les élus, ils sont perçus comme les principaux vecteurs des intérêts nationaux et par là même considérés, et parfois à juste titre, comme une menace pour la survie du projet européen. Deuxième élément du rapport aux politiques, une prévention à l'égard des logiques de dépolitisation et concernant les propriétés prêtées au débat politique. C'est d'abord la publicité qui est pointée du doigt, au nom du fait qu'elle pourrait notamment accentuer le penchant naturel des élus à des positions moins rationnelles, à des débats plus passionnels. Et je reprends ici de nouveau les termes de Deirdre Curtin, qui est prof de droit européen donc à Florence, et qui dit qu'on considère que le secret, à l'inverse, laisserait aux négociateurs plus de liberté pour examiner sur le fond, débattre de différentes options, de prendre des risques, de changer d'avis,
de s'appuyer sur des experts. Donc la publicité serait à l'inverse moins favorable. Et puis, troisième postulat, et cela fait particulièrement écho à nos échanges de ce jour, l'idée que le débat politique est un moyen très imparfait de piloter l'action publique, c'est parce qu'il se trouve associé au conflit. Or, le conflit est lui-même analysé comme une cause et un symptôme de la mauvaise qualité des échanges, une façon de construire les antagonismes plutôt que comme un moyen de faciliter, comme vous l'avez dit, l'identification d'une solution commune. Euh, le conflit n'est pas normalisé, au sens où il s'expliquerait par la préexistence d'intérêts différents. Il n'est pas considéré comme productif, il est considéré donc comme dangereux. Et si il en est ainsi, c'est notamment parce que l'énonciation de l'action publique en des termes politiques et conflictuels aurait pour les acteurs des conséquences délétères pour la légitimité de l'Union européenne et celle des négociateurs. D'abord parce que la publicisation des arbitrages suppose de mettre en évidence une puissance d'action de l'Union, alors même qu'aucune institution européenne ne se trouve tout à fait en position de revendiquer une telle autorité. Là, je renvoie notamment aux propos de Stefano Bartolini, professeur de sciences politiques, qui souligne qu'il ne faut pas politiser l'Union européenne parce qu'on n'a pas les moyens, finalement, à l'échelle de l'Union européenne, de recueillir des souhaits, des désirs politiques et qu'on ne ferait qu'advenir que de la déception et du regret de la part des citoyens européens. Donc, le système politique européen ne conférant à aucune institution la légitimité d'un gouvernement, il ne serait pas utile de susciter du conflit et de la politisation. Deuxièmement, parce qu'en insistant sur les arbitrages entre les intérêts, on porterait préjudice à la décision en alimentant une lecture de l'Europe en termes de perdants et de gagnants qui serait jugée peu compatible, comme vous l'avez dit, avec sa promotion comme un lieu de réconciliation des intérêts. Troisièmement, parce que la publicisation des arbitrages est aussi perçue, et je pense que Stéphanie Renova y reviendra, comme un problème pour les perdants de la négociation, du côté, par exemple, des gouvernements nationaux, qui plus généralement ne sont pas toujours désireux de faire la lumière sur les marchandages intergouvernementaux et les choix qu'ils impliquent au Conseil. Une fois qu'on a identifié ce rapport aux politiques, si j'ai encore quelques minutes, 3 minutes, bon, ça va être très rapide. Qu'est-ce qu'on peut donner comme hypothèse aux pistes de travail pour essayer de comprendre d'où vient ce rapport? Première hypothèse, aller chercher dans l'histoire de la construction européenne, et vous l'avez déjà évoqué, l'origine de sa dépolitisation. Cette défiance diffuse à l'endroit des mécanismes de la démocratie représentative. Elle évoque en effet les aspirations technocratiques des pères fondateurs de l'Europe, et même avant eux, de leurs prédécesseurs, bien documentés par les collègues historiens dès la fin du XIXe siècle, internationales technocratiques dans lesquelles vont s'inscrire par ailleurs les pères fondateurs qu'on connaît plus directement associés à la construction européenne. Donc une volonté de tenir la nouvelle Europe à l'abri des passions, de la déraison et des fluctuations de la volonté politique, qui va bien sûr être confortée et légitimée par le contexte de l'après-guerre, et qui va amener sans doute à investir à la fois la construction européenne comme garante de la paix à l'échelle du continent et à percevoir les vieilles démocraties nationales comme porteuses de menaces potentielles, instables, incapables d'endiguer la montée des nationalismes, et qui auraient démontré d'une certaine façon la propension naturelle des discours politiques à monter les citoyens européens les uns contre les autres. Mais évidemment, ces conditions de la genèse, il faut qu'on comprenne aussi pourquoi elles se sont reproduites par la suite. Alors, il y a une deuxième façon, avant d'en arriver à leur institutionnalisation, une deuxième piste peut-être à explorer, qui sont les sources d'inspiration théorique, les idées et plus largement les entreprises réformatrices qui ont pu l'alimenter. Sur ce point, j'irai très vite, mais je pense notamment à l'influence sur ce point de la doctrine néolibérale et notamment des travaux des ordos libéraux allemands, Hayek, Röpke, dont à nouveau les travaux d'historiens montrent très bien la critique violente du lien représentatif et de la démocratie qu'ils font dans leurs travaux. Lien représentatif condamné à produire des élus clientélistes et fossoyeurs des budgets publics, méfiance à l'endroit de la démocratie parlementaire et de sa propension naturelle à alimenter la division du corps social. On pourrait évoquer aussi l'influence au tournant du siècle dernier des doctrines du New Public Management et du mythe de la gouvernance dépolitisée qu'ont pu notamment promouvoir ce corps de doctrine. On pourrait aussi évoquer le rôle non négligeable joué par la littérature académique, en particulier dans ma discipline, évidemment celle que je connais le mieux, et plus généralement dans ce qu'on appelle les You Studies. Je parlais tout à l'heure de Stefano Bartolini. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont vraiment défendu des visions très pessimistes et normatives de la politisation,
en insistant sur les risques qu'elle ferait courir à l'Union européenne. Et plus généralement, comme le souligne le politiste qui était enseignant aussi à l'IUE à Florence, Peter Maire, euh, les politistes ont beaucoup consacré d'efforts à l'identification d'alternatives à la démocratie représentative à l'échelle européenne, en soulignant d'une certaine manière comment elle était adaptée à inadaptée à une structure comme celle de l'UE. Et puis une troisième façon d'expliquer la persistance sur le temps long des logiques de dépolitisation et d'évitement du conflit peut consister aussi à l'explorer leur institutionnalisation. Un exemple emblématique nous est offert par la Commission et par le fait que ces logiques de dépolitisation, elles sont à la fois sa raison d'être, et puis du coup, ce qui va aussi constituer ses ressources argumentatives pour développer son rôle et éventuellement son influence à l'échelle de l'Union européenne, tandis que la critique du politique peut être aussi quelque chose qui sert un discours dans ses concurrences avec ses partenaires rivaux au Parlement et au Conseil. Donc, le fonctionnement de la négociation intergouvernementale, de la même manière, peut expliquer aussi l'intérêt que trouvent ces acteurs à privilégier son confinement et à déjouer les nouvelles règles de transparence qui leur sont imposées. Je finis sur la socialisation, à la dépolitisation. On constate à travers une série d'enquêtes qui sont conduites sur les groupes d'intérêt, sur les journalistes et même sur les partenaires sociaux, que cette façon de voir le politique est aussi quelque chose qui est assez largement diffusé autour des institutions et repris à leur compte par un certain nombre de partenaires des institutions dans les interactions qu'ils ont avec elles. Je conclus en espérant ne pas avoir trop mordu sur mon temps. En disant, alors j'aurais aimé réagir à beaucoup de choses que vous avez dites. Je suis convaincue, comme l'a dit Loïc Azoulay tout à l'heure, qu'il faut plus d'études sur le lien entre intégration et surgissement de la conflictualité. Il nous faut d'une façon générale plus d'études sur le rapport des citoyens à l'Union européenne qui ont significativement commencé à apparaître plutôt dans les années 2000, à partir du moment où ils se sont manifestés un petit peu plus bruyamment, ou en tout cas à travers tout un ensemble de consultations électorales plus ou moins aux résultats plus ou moins satisfaisants pour les dirigeants de l'Union européenne. Je suis aussi convaincue qu'il faudrait interroger le caractère non neutre, comme l'a dit tout à l'heure Loïc Robert cette fois, en insistant sur le fait que cette situation ne donne pas exactement les mêmes capacités d'action à tout le monde de la même façon, et on pourra éventuellement y revenir. Je voudrais juste évoquer trois pistes très très rapidement sur les effets de ces pratiques sur le rapport des citoyens à l'Union européenne qui reste encore à travailler, pour dire que bien souvent, et en tout cas dans ma propre discipline, on a présenté en fait les pratiques et notamment la gouvernance de la zone euro qui est associée à une forme de dépolitisation un peu particulière comme une réponse à la crise démocratique, les contestations que connaîtraient les institutions depuis, on va dire, le milieu des années 2000. De mon point de vue, je défendrais volontiers une hypothèse un peu différente. Après vous avoir montré qu'en fait, cette dépolitisation, elle est inhérente au processus d'intégration européenne, non pas qu'elle soit inévitable, mais en tout cas qu'elle est là de longue date, je dirais qu'elle peut elle-même, par contre, participer à expliquer pourquoi les rejets de l'UE sont possibles et politiquement rentables, et ce de deux façons. Parce qu'elle va contraindre, et elle a contraint fortement le répertoire de légitimation de l'Union européenne. Autrement dit, la façon dont l'action publique européenne et ceux qui la fabriquent se donnent à voir à leurs citoyens, notamment à travers la difficile lisibilité des processus décisionnels, la faible visibilité du travail de représentation politique, en dehors de la confrontation des intérêts nationaux, qui reste une grille de lecture majeure et qui n'est pas toujours exacte, loin de là, ou le recours massif à des justifications techniques des choix politiques, au détriment d'un discours plus volontariste, fondé sur des valeurs, qui est certainement un peu plus celui aujourd'hui de l'exécutif européen actuel. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la dépolitisation peut participer à des formes de contestation ou à les encourager? Parce qu'à travers sa délégitimation du conflit et de la mise en débat, et là je rejoins des choses qui ont déjà été dites, mais je m'appuie sur, pour le coup, les travaux d'un auteur de sciences politiques qui s'appelle Robert Dahl et qui dit que le refus du conflit conduit souvent non seulement à délégitimer les positions critiques le refus du conflit ou l'absence de place à l'opposition a souvent deux conséquences possibles: la montée en puissance d'une opposition au système politique dans son ensemble et ou la soumission au pouvoir en place. Et il me semble qu'en effet, la recherche permanente du compromis a eu pour effet notamment de laisser peu de place à la défense et à la confrontation de projets alternatifs, pas seulement à l'Union européenne, mais aussi
dont et pour l'Union européenne, et à participer ainsi à assimiler toute discussion sur le fonctionnement même de l'Union européenne à une lecture hostile au projet européen lui-même, laissant ainsi la place très largement à des discours qui précisément n'ont pas de scrupules ou en tout cas pas de problème de légitimité à s'opposer au projet européen lui-même et qui paraissent être les seuls discours politisés aujourd'hui sur l'Union européenne et notamment les discours eurosceptiques. J'espère ne pas avoir été trop longue et je vous remercie de votre attention.